Amis de M, bonjour. Nous sommes ravis de recevoir à notre studio de M-Télé Samia Oresman, cette humoriste qui fait jaser et qui se démarque de plus en plus, non seulement par son look, mais aussi et surtout par son audace, son style et la noble mission qu'il s'est donnée, à savoir la promotion du vivre ensemble, le changement de mentalité et l'ouverture d'esprit. Samia, bienvenue. Merci. Alors, tu m'as expliqué que tu t'es baladé dans les rues de Montréal, tu as rencontré du monde. Parle-nous un peu de cette rencontre-là et de cette façon de communiquer et d'aborder le terrain conquis. D'accord. Alors en fait, l'organisateur qui me fait venir, il est d'origine camerounaise. Et il m'avait fait venir au mois de septembre pour remplacer quelqu'un qui n'a pas réussi à avoir de visa. Donc le malheur des uns fait le bonheur des autres. Alhamdoulilah, je débarquais. Et j'avais juste 5 jours pour annoncer l'événement. Sauf que sur Facebook, il n'y a que 10% des gens qui vous suivent qui voient ce que vous écrivez. Donc il faut trouver des subterfuges pour faire de la promotion d'une autre façon. Alors les subterfuges, ça a été d'aller dans Montréal, faire des photos un peu partout pour dire « Hey, je suis là, regarde !» Et puis d'aller rencontrer du monde. Donc j'ai mis des messages en disant « Voilà, ceux qui veulent venir boire un verre, vous êtes les bienvenus. » Et j'ai rencontré plein de gens qui me proposaient d'aller boire un verre, de manger un morceau, d'aller prendre un brunch, d'aller même chez eux boire le thé. Et j'ai rencontré plein de chouettes personnes qui chacune se sont données comme mission de m'aider à remplir ma salle pour mon spectacle. Donc Hamdoul, le premier spectacle, on a réussi à avoir, je sais pas, une centaine de personnes. Et le type, quand il m'a redéposé le lendemain à l'aéroport, il a vu que 4-5 personnes différentes m'ont reconnu dans la rue. Et il m'a dit, mais les gens te connaissent? Je lui ai dit oui, parce que j'ai fait une vidéo qui a fait du buzz. Du coup, les gens savent qui je suis. Et du coup, il m'a dit, mais non, déjà ton spectacle nous a plu, mais en plus, on se rend compte qu'on n'a pas communiqué sur ton nom, il faut qu'on te refasse venir. Et donc, il m'a fait revenir. Et là, il a fait une grosse pub et il a pris une salle de 600 personnes. Excellent, excellent. Et puis, tu te retrouves chez nous, à notre studio de MTD. On nous sommes ravis. Merci, mais pas autant que moi. Merci. Et puis, justement, la majorité des gens de ton public ici au Canada et au Québec et à Montréal en particulier t'ont découvert à travers cette vidéo message coup de poing aussi à propos des djihadistes intégristes pianistes cyclistes, ouais. En fait, c'était suite aux attentats d'Ottawa. Au départ, on nous apprend, juste après les attentats, qu'il y a eu des attentats dans le Parlement et que les types qui sont entrés sont des Canadiens. Donc tous les musulmans du monde se sont dit « Alhamdoulilah, cette fois-ci, c'est pas nous ». Sauf que, juste après, on nous annonce qu'en fait, ils étaient fraîchement convertis à l'islam. Et ça m'a mis un peu en colère. Je me suis dit « Mais à chaque fois qu'il y a quelque chose dans le monde, c'est forcément nous ». Le type a toujours un rapport avec la religion musulmane. Est-ce que c'est parce que c'est facile de devenir musulman et qu'il suffit de 2 phrases? Je sais pas. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu avoir des concours d'entrée plus difficiles pour devenir musulman? Comme ça, on aurait pu savoir si les gens étaient bien intentionnés ou pas, je sais pas, Allahu alam. Mais du coup, ça m'a mis en colère et j'ai fait cette petite vidéo pour dénoncer et pour dire écoutez, c'est bon, quoi, laissez-nous tranquilles. La prochaine fois, si vous avez des envies suicidaires ou de meurtre, ne choisissez pas l'islam parce que c'est pas la bonne religion. Choisissez et donc j'ai dit merci de choisir une autre religion. Et donc elle a d'abord fait le buzz à Ottawa, enfin au Canada, cette vidéo elle a été beaucoup partagée et par des Canadiens d'origine canadienne, si on peut dire, et par des Canadiens d'origine diverses et variées. Absolument. Et tout le monde s'est retrouvé dans ça. Même sur ma page, ça a été partagé par je ne sais plus combien de fois. Là, je pense que c'était un record. Et justement, Samia, est-ce que on peut justement passer à nos spectateurs cette capsule-là? Avec plaisir. Alors donc Samia, dans ce message bien spécial. Alors bonjour, c'est juste un petit message pour tous les cinglés, tous les faux, les malades mentaux qui décident de se déclarer islamistes, intégristes, djihadistes, pianistes, cyclistes, juste pour commettre leurs méfaits, d'accord? Vous êtes gentils maintenant, vous nous laissez tranquilles, hein? On est fatigués, c'est déjà compliqué de vivre ici en Europe. Si en plus vous commencez à ramener toute la haine vers nous, ça commence à fatiguer un petit peu beaucoup quand même. Voilà, donc merci de choisir une autre religion. Voilà, au revoir. Alimentation Mohamed Sbehi, vous êtes chez vous. Donc on est toujours avec Samia Oresman qui nous fait le plaisir de nous visiter ici à notre studio de MTL. Samia, j'aimerais te parler parce que là, on parle d'humour, on parle du rire et du délire aussi, mais on est quand même dans un contexte qui est triste. Alors justement, comment toi, de ton côté, parce qu'il y a tes 2 pays qui étaient touchés, la France et la Tunisie, comment tu peux vivre avec ça? C'est clair que c'est difficile, que chaque fois que ça arrive, déjà,
on se sent impuissant, on aimerait pouvoir faire quelque chose à notre échelle, mais qu'on ne sait pas quoi faire. Absolument. Et moi, la seule manière de répondre, c'est avec ce que je sais faire de mieux. Moi, je fais rire. Et donc, je pense qu'il y a des situations où c'est tellement dramatique que la seule façon de pouvoir s'en sortir et prendre du recul, c'est d'en rire. Ce que j'explique souvent, c'est que quand j'ai perdu ma mère, Allah yarhamha, eh ben, j'ai fait des blagues juste après, et j'ai réussi à faire rire mon entourage. Wow. Et en fait, c'était la seule manière pour moi de ne pas péter un câble, parce que c'est des situations tellement difficiles à supporter dans l'esprit, que si on n'en rit pas, on ne prend pas de distance. Exact. Et donc on finit par péter les plombs. Wow. C'est une manière de faire le deuil, mais avec l'humour. Mais pour moi, c'est la seule façon de pouvoir s'en sortir et de passer à autre chose. Oui. C'est de servir de ça comme une force finalement, de dédramatiser, de passer à autre chose. Moi, je me souviens, je suis sortie du lavage mortuaire de maman, Allah yarhamha, et les gens ils venaient me voir et ils pleuraient. Allah yarhamha, machin. Je dis, pleurez pour vous qui restez dans cette vie pourrie. Je dis, ma mère elle est tranquille, elle a rendez-vous avec Dieu. Qu'est-ce que tu veux de plus beau que ça? Exactement. Ouais. Et ils ont cru que j'avais pété les plombs, pour eux j'étais devenue folle. mais pour moi, voilà, c'était une façon de prendre un peu de distance et de se dire que finalement, il n'y a rien qui est si dramatique que ça. On sait qu'on est tous de passage, on sait que ce qui doit arriver arrivera. Dieu merci, voilà, on a cette foi qui nous permet de surmonter les épreuves. Et on y passera tous, on le sait, donc autant les prendre avec philosophie et avoir le recul nécessaire. Tout à fait. Samia, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Parce que bon, je te vois là, toute confiante, toute souriante et avec quand même une renommée mondiale. Mais comment tu as commencé? Parce que des fois on oublie, surtout pour les jeunes aussi, parce qu'on pense qu'on est vedette, on est star, alors qu'il y a tout un parcours. Ouais, c'est ça qui est drôle en fait, c'est toute la starification des artistes. Moi j'ai une petite nièce qui a 8 ans qui me dit... Et les raccourcis aussi. Ouais, c'est ça. Ma petite nièce elle me dit quand je serai grande, je veux être star comme toi. J'ai dit déjà, je suis pas star, et de deux, c'est pas un métier. Qu'est-ce que tu veux faire comme métier? Elle me dit, je veux être star. J'ai dit non, il faut trouver quelque chose que tu veux faire. Ouais. Moi je suis comédienne, je suis pas star. Et en fait, le métier de comédienne, il s'apprend. Donc j'ai commencé la scène, j'avais 12 ans. J'ai commencé un atelier théâtre. Après, je me suis inscrite dans une compagnie avec laquelle j'ai pris des cours. Et puis après, j'ai fait conservatoire de théâtre à Paris, du 1er et du 11e. Et toute ma vie, ça a été une formation artistique. Jusqu'à maintenant, je continue d'apprendre. C'est ça. Et en fait, au début, ça a été difficile de pouvoir vivre de ça. Donc j'ai fait un autre métier qui est alimentaire. Je me suis occupée d'enfants, parce que j'adore les enfants. Okay. Et j'ai fait ça pendant 10 ans. Et un jour, les scènes ont commencé à marcher, puis j'ai pu laisser de côté ce métier pour me consacrer à ma vie d'artiste. C'est excellent, c'est excellent. Et comme quoi, donc, c'est vraiment tout un cheminement et c'est un cumul d'expériences et tout ça. Et puis, je pense que c'est le travail qui paye. Ça n'arrive pas par hasard, en fait. Oui, il y a une petite étincelle à un moment donné qui a fait qu'on m'a connue plus rapidement que d'autres. C'est cette petite vidéo. Mais c'est parce que derrière, il y avait des années et des années de travail. J'ai écumé les petites scènes parisiennes, j'ai tourné un petit peu partout en France. Après, je suis allée en Suisse, en Belgique, avant d'être connue. J'ai joué dans des petites salles, des petites associations à but non lucratif. J'ai joué beaucoup pour des œuvres charitaires. Et je sais qu'au début, mes parents ne comprenaient pas. Ils m'ont dit toujours, tu joues gratuit. Et ouais, c'est pas comme ça. Si c'est ton travail, il faut qu'ils te payent. Tu vois, mais non, il n'y a rien qui est gratuit. Absolument. Déjà, tu participes à une bonne cause. 2, ça te permet de rôder ton spectacle. Absolument. Et de 3, ça permet aussi de te faire connaître. Et donc, peut-être que tu vas jouer gratuitement pour une bonne œuvre, mais que dans la salle, quelqu'un va aimer et qui va te programmer ailleurs et que cette fois-ci, tu seras payé pour ton travail. Absolument. Il n'y a rien qui est gratuit. Et ça, c'est important aussi à souligner et aussi à faire comprendre aux jeunes. Donc, comme quoi, il faut contribuer, il faut s'impliquer, il faut donner de soi-même pour justement récolter plus tard. C'est l'abnégation, en fait. C'est le fait de s'attacher à ce qu'on a vraiment envie de faire. Okay. Et le parcours est long, il est difficile, surtout quand on arrive avec des handicaps, entre guillemets, parce que quand on est issu de l'immigration dans un pays qui a du mal à reconnaître... nos compétences, notre valeur, oui. Ouais, c'est pas évident. Le modèle français n'a rien à voir avec le modèle américain. Ici, je vois que quel que soit votre domaine d'activité, vous pouvez être apprécié pour vos valeurs, votre savoir-faire, votre travail. C'est ça qui est valorisé. En France, la France a beaucoup de mal. Elle est attachée à des images, à des symboles. Et pour eux, porter un voile, par exemple, c'est inconcevable avec un travail. C'est pas possible. La femme qui est voilée, elle doit rester chez elle. Et donc, on accuse ces femmes-là d'être soumises et recluses, etc. Mais c'est nous qui les fabriquons. Le fait, par exemple, d'avoir interdit le voile intégral. Non pas que ce soit quelque chose que je cautionne ou que j'encourage, rien à voir. Mais simplement, voilà, le fait de mettre une loi en pratique et dire, voilà, ces femmes qui portent un voile intégral, elles n'ont plus le droit de sortir sous peine d'amende. Et bien finalement, on les enferme davantage chez elles. Exact. Pour les libérer, on les enferme. Il n'y a pas de cohérence. Oui. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'aujourd'hui, même en tant que citoyen français, parce qu'on est né sur le sol français et qu'on y a grandi, quand bien même on a des origines dont on est fier, c'est pas ça le propos, mais on est français et la France ne nous reconnaît pas comme ses enfants. Oui, ça c'est le summum, je dirais,
de l'abstrait. Et c'est ça peut-être qui cause tous les maux dont souffrent les musulmans français. On va parler du voile, Samia, mais juste après la pause. Retour à notre invité, donc Samia Oresman. Et voilà, donc comme on l'a dit, on va parler du voile. Bon, moi je vois pas de voile, mais bon. Mais j'ai écrit, je vois dans des articles qui te définissent Comme une femme voilée. Une femme voilée, parce que le foulard, je l'enlève pas. Oui, oui. Alors explique-nous un peu pourquoi ce choix-là. Et justement, tu as eu des effets de ce choix-là sur tes choix. Et puis la vie va t'expliquer, enfin va t'apprendre que justement ça se passe dans nos têtes, justement. Alors explique-nous. C'est ça, en fait, le truc c'est que j'ai décidé de porter un foulard à peu près en 2002 quand j'ai arrêté le conservatoire et que j'ai rencontré mon mari qui m'a appris ma propre religion. J'ai commencé à m'intéresser à l'islam. Ton mari qui est martiniquais converti voilà. à l'islam. Ouais. Et donc c'est lui qui m'a appris l'amour de Dieu. Alors que nous, chez nous, dans notre famille, on vivait plutôt avec la crainte. Ça c'est haram, ça c'est haram, ça c'est haram. Respirer, t'as le droit? Je sais pas. Et donc du coup, lui, il m'a appris toute la beauté de la religion. Il m'a donné envie de pratiquer. Et quand on fait les choses par amour pour Dieu, on les fait pas pareil que par crainte. Quand on aime quelqu'un, on peut se lever à 6h du matin, aller chercher des croissants au bout du monde, c'est pas une contrainte. On fait pas de camp. Voilà. Et donc du coup, là, j'ai commencé à m'intéresser à la religion et puis j'ai décidé de porter le foulard. Au début, je l'avais mis correctement, mais j'ai eu le droit à plein de réflexions bêtes. Les gens ont changé avec moi. Il y a eu... Et c'est lui qui t'a obligé à mettre le voile? Bien sûr, forcément, sinon il m'épousait pas, tu vois. Et puis, comme je disais, il est caché derrière les buissons toute la journée et il vérifie si je l'enlève ou non. Oui, il faut dire ces choses-là. Mais je le dis sur scène. Je dis non, mais faut arrêter, moi je suis une fille super libre, j'ai le droit de faire tout ce que je veux à l'intérieur de ma cuisine. et donc je parle de toutes ces réflexions bêtes qu'on m'a fait quand j'ai mis un bout de tissu sur ma tête. Genre, Samia, tu portes le voile? Je dis arrête, déconne pas, qui c'est qui me l'a mis? J'avais même pas remarqué. Ou non, mais pourquoi t'as mis ça sur ta tête? Et je dis au début j'avais essayé sur les pieds, mais c'était un peu galère pour marcher. Tu vois, plein de bêtises comme ça. Genre, une fois je cherchais de l'argent au distributeur et derrière moi j'entends deux vieilles femmes qui font elle sait se servir d'une carte bancaire. Je dis oui, et accessoirement, je parle même le français. Mais c'est incroyable, parce que dans la tête des gens, quand on vous voit avec un foulard en France, il y a toute l'histoire de jamais sans ma fille. Pauvre femme soumise et opprimée. Oh, il faut qu'on aille la sauver, mais révolte-toi, appelle les féministes. Alors qu'en réalité, c'est juste un bout de tissu, calmez-vous. Oui. Mais justement, sur le plan professionnel, à un certain moment, tu t'es même éloigné de la scène en disant que ça y est, c'est fini pour toi, ta carrière professionnelle. Et puis, de fil à aiguille, donc tu as vu que c'est possible et que le problème se passe plus... je me suis rendu compte que les barrières, elles étaient dans ma tête. Exactement. Au début, je pensais que le voile, c'était ce qui allait me freiner ma carrière artistique. Donc, j'avais décidé de mettre l'art de côté. Jusqu'à ce que je croise une fille qui portait comme moi un turban, un col roulé et qui faisait des spectacles. Elle s'appelait Samia. Et son mari s'appelait Hervé. C'est le prénom de mon mari aussi, c'est drôle. Et la vie nous réserve des petits messages quelque part. Ouais, c'est rigolo. Et du coup, elle avait un turban, un col roulé et elle jouait des histoires prophétiques mises en scène. Et là, je me suis rendu compte avec son exemple que les barrières, elles avaient été dans ma tête. Et donc, j'ai commencé à écrire mes propres textes parce que si jamais je raconte ma vie, qui va m'empêcher de monter sur scène? Absolument. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et puis maintenant, ça fait 3 ans que j'ai mon spectacle. Et alhamdoulilah, ça marche bien. Je tourne un peu partout et personne ne m'interdit quoi que ce soit. Excellent. Voilà. Ce sont des choix personnels et puis il faut être bien avec soi. Voilà. Ouais, c'est ça l'essentiel. Après, forcément, on trouvera toujours des gens pour nous empêcher de faire ce qu'on a envie de faire. Ouais. Mais c'est ça qui rend les choses encore plus fortes et qui donne encore plus de mérite, je pense. Certainement. C'est que finalement, on se bat pour être ce qu'on a envie d'être. Absolument. D'ailleurs, tu m'as parlé de ces capsules-là qui s'appellent Geneviève et Aïcha. Geneviève et Aïcha, ouais. Et justement, où tu te vois dans le regard de l'autre et l'autre aussi te voit à sa manière. Ah, c'est ça. Et puis, je trouve ça vraiment audacieux. On va voir un extrait pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Tu veux encore du thé? Non, ça va, merci. Je peux te parler de quelque chose? Parce que là, c'est un peu trop... Je peux te parler de quelque chose, quoi.
Mais vas-y, parle. Depuis tout à l'heure, je te laisse parler, non? Non, mais en fait, c'est pour ton... Moi, je t'aime beaucoup, hein. T'es une amie. T'es une amie, hein, Aïcha. Moi, je t'aime bien. Moi aussi, je t'aime beaucoup. J'aime manger les petits gâteaux que tu fais, puis on rigole avec toi, mais juste... je comprends pas, pourquoi tu trouves la tête, quoi? C'est vrai, là, pourquoi tu mets ça sur ta tête? Enfin, c'est quand même vraiment dommage. Parce que c'est ma religion, c'est ma pratique. Oui, mais enfin, bon, la religion, on peut la vivre dedans, quoi, tu vois. Enfin, je veux dire, moi, je crois en Jésus, mais je suis pas obligée de dire à tout le monde, Jésus revient, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Comment t'expliquer? Oui, mais moi, ça fait partie des principes que je veux pratiquer de ma religion. C'est quoi le problème? Tu sais, Aïcha, enfin, je veux dire, d'abord, t'as des très beaux cheveux, c'est vraiment dommage de les gâcher, hein. Je les gâche pas. Justement, comme ils sont beaux, je les montre qu'à mon mari. Bon, bah oui, bah déjà, ça, c'est dommage. Et puis nous, tu sais, on s'est battus, hein. On s'est battus pour avoir notre indépendance. Tu sais qu'en 65, on n'avait même pas le droit de signer un chèque, hein. Et alors, si toi, tu t'es battu pour ton indépendance, et si moi, mon indépendance, c'est de porter un foulard, est-ce qu'il te dérange? Non, bah attends, Aïcha, tu vas pas dire quand même que c'est ton indépendance de porter un foulard. Les femmes, elles se battent pour leur indépendance en Arabie Saoudite. Tu vois bien comment elles font. Oui, mais chacun son choix. Il y en a qui ne veulent pas le porter, c'est leur problème. Il y en a qui veulent le porter, c'est leur problème aussi. En quoi ça dérange? Mais pourquoi tu veux le porter? Donc, comme vous avez vu, donc c'est vraiment audacieux et je trouve que l'idée est très très intelligente. Et d'ailleurs, Samia, toi, comment c'est quoi l'objectif de ces capsules pour toi? L'objectif, c'est de faire passer des messages à travers le rire et de façon un peu légère. Parce qu'aujourd'hui, on dramatise tout. Et donc, le fait de lancer des discussions comme ça et de débattre sur des sujets d'actualité avec des avis complètement opposés, ça permet au spectateur qui peut ne jamais avoir rencontré une personne de cette réflexion-là, de voir au-delà de sa façon de voir les choses. Et puis là, on voudrait en savoir un peu plus par rapport au spectacle que tu proposes donc au public montréalais, Femmes de couleur. Femmes de couleur. Justement, de quoi il s'agit? Alors je parle de tous mes combats en tant que femme et de toutes ces couleurs que j'ai rencontrées un peu partout. Je parle du fait que j'ai toujours rêvé d'être noire, parce que je trouve que les femmes noires, elles sont très imposantes, que quoi qu'il arrive, même quand elles ont tort, elles ont raison quand même. Je parle du fait que j'ai galéré pendant 4 ans pour me marier avec l'homme que je voulais, juste parce qu'il n'avait pas la bonne couleur pour mes parents. Je suis mariée avec un Martiniquais converti et ça a été un peu la lutte. Je parle de la difficulté d'avoir des enfants et la pression sociale que ça peut impliquer. Je parle des commérages, je parle de tous ces accents que j'ai rencontrés dans la France où j'ai grandi. Je fais la nuance entre les différents accents d'Afrique du Nord et les différents accents d'Afrique subsaharienne. Et en fait, c'est un spectacle qui parle de tout le monde, mais qui rassemble en même temps. Une belle palette, hein, effectivement. Je vois ces couleurs-là, de cette mosaïque qui est la diversité. C'est très bien. En France comme ici, hein, donc il y a plusieurs communautés qui se côtoient, qui vivent bien et tout ça. Oui, c'est ça. Avant que la politique vienne tout empoisonner. Hein. Ah ben, c'est très bien, c'est très bien. Donc je suis sûr que ça va être très riche et très, très plaisant pour tout le monde. C'est ça. Est-ce que vous voulez que je vous fasse une démo des accents? Ben oui, avec plaisir. Oui. Alors je dis par exemple, les Tunisiens, quand on parle, nous, on a tendance à chanter un petit peu. Allô, oui, Wallah, vraiment, c'est un endroit formidable, Smani. Alors je te dis, mon papa, tous les samedis, il nous emmène en sortie. Bien sûr, c'est normal. On a fait la révolution, on est des gens civilisés. Ensuite, il y a les Algériens. Les Algériens, quand ils parlent, ils sont un petit peu plus virulents. Ah, la belle. Il y a beaucoup de Tunisiens, ils viennent chez nous, en Algérie, car en Algérie, il y a tout. Il y a tout. Ensuite, il y a les Marocains. Alors, les Marocains, chaque fois qu'ils te parlent, on dirait qu'ils vont te frapper. Ah oui. Tallah frasek, qui veut dire littéralement, prends soin de ta tête. C'est ça. Moi, le premier Marocain qui m'a dit Tallah frasek, qui dit toi-même, laisse-moi tranquille, arrête. Et puis, il y a les accents d'Afrique subsaharienne. Par exemple, les Maliens, quand ils parlent, ils sont toujours très souriants. Ils ont le visage illuminé. Ça donne un peu ça. Bonsoir, monsieur. Sawa.
Alhamdulillah. Quand parents sawa, la famille sawa, tout le monde est sawa. Alhamdulillah. Ensuite, il y a la Côte d'Ivoire. Alors, les Ivoiriennes, elles ont du caractère, du tempérament. Quand elles parlent, elles sont très exubérantes. La go. Mais la fille est arrivée, elle voulait danser là toute la nuit, quoi. Elle s'est installée là, elle voulait plus bouger au Nyawaya, quoi. Et puis, il y a le Cameroun. Alors, les Camerounais, ils sont un peu comme nous, les Tunisiens. Quand ils parlent, ils ont tendance à chanter. En ce qui concerne les problèmes qui se sont produits au Rwanda, nous tenions à certifier que nous ne sommes pour rien dans ce génocide. Et puis il y a les Antillais qui sont toujours fatigués. Mais attention, ma chérie Doudou, il ne faut pas tout mélanger, on n'est pas des Africains. C'est comme la noix de coco et l'abricot. Dans le coco, il y a de l'eau. Dans l'abricot, il y a un noyau. C'est pas la même chose. Et un jour où je racontais tout ça, il y a une petite blonde parisienne qui me fait « Ah là là, j'hallucine. Ouais. Ah non mais attends, et c'est hyper marrant que tu fasses aussi bien les accents d'Afrique alors que toi tu viens de la Maghrébie. » Oh là là, qui est à côté de la musulmanie, je pense. Voilà, c'est exactement ce que j'ai dit. Comment tu sais? Wow. J'ai dit ça dans mon spectacle. C'est drôle, tu le savais? Ah non, je savais pas. Bah ouais, j'ai dit la Maghrébie, ça doit être à côté de la musulmanie. Ah bah voilà. Mais c'est incroyable, on est connectés. Ah bah c'est ça, c'est une bonne tu chose. veux me voler mes vannes. Donc on voulait... Ah non. Non, je l'avais deviné, c'est tout. Parce qu'on a vécu quelque chose qui ressemble à ça. D'accord. Il n'y a pas très longtemps ici. Ouais, des gens niais, il y en a un peu partout. Bah oui. Mais c'est l'occasion, justement. C'est l'occasion de, comment dire, d'allumer la lumière. Ah, je sais pas si je vais jusque-là, si je prétendrais être la lumière, même si je porte du jaune fuchsia. mais c'est l'occasion de rassembler tout le monde et de rire ensemble des travers qu'on a les uns des autres. Exact, tout à fait. Et finalement, ça rassemble. Moi, ce que je trouve magique, c'est de voir dans ma salle des gens qui débarquent, qui n'ont absolument rien à voir les uns avec les autres. Là, je joue en ce moment dans le quartier du Marais, c'est un quartier gay. Donc dans ma salle, la dernière fois, il y a des types qui passaient, ils voyaient des mamans arabes avec leur foulard, qui prenaient un ticket. Et ils les regardent genre... il y a une mosquée qui a ouvert, qu'est-ce qui se passe? Et à la fin, poussés par la curiosité, ils achètent un ticket. Et ces types-là, ils ont rigolé plus fort que les mamans qui étaient là. C'est génial. Et c'est magique parce que c'est intergénérationnel, interculturel, interreligieux, et tout le monde se mélange et tout le monde rit ensemble. Mais ce qui est beau à Montréal, c'est ça, c'est cette, comment dire, cette... on est prêt, oui, et on est prêt justement, on est prêt à embarquer dans des discours rassembleurs, justement. On est encore... Vous êtes dans le monde des calinours ici. Mais il faut le préserver, par exemple. Oui, c'est pour ça qu'il faut fermer les frontières aux Français. Je suis méchante, mais non, j'espère que ça perdurera et que vous ferez des émules, que dans d'autres pays, les gens suivront. Parce que justement, le risque qu'il y a, à part ça, c'est qu'un jour, on déclare le Mont-Royal, donc République indépendante, République française de Mont-Royal. Ça, c'est un risque, justement. Il faut être méfiant. On continue, donc, dernière partie avec notre invité, juste après la pause. Et puis on arrive à notre deuxième partie avec notre cher invité Samia Oresman qui nous parle de son spectacle qui aura lieu demain samedi. À quelle heure déjà? À 20h. À 20h. Hors taxe. Hors taxe, donc... 20h hors taxe. Tu connais les Arabes? Oui, un petit chouïa après. Peut-être 15 minutes de retard, je pense. Mais attention pour le stationnement, donc il vaut mieux... Oui, il vaut mieux être là. Alors c'est une salle de 600 places. Exactement. C'est à quel... C'est au Théâtre Ciné Le Château, à Saint-Denis. Très bien, donc on va écrire l'adresse sur la vidéo. Et puis voilà, vous êtes tous invités et toutes invitées à... Invité, mais tu payes la place, hein, c'est pas invité, ça, mais tu viens, tu payes pas. Oui. Moi, il faut que je travaille, il faut que je vise, pas... Oh. Il faut qu'il paye le... Et les billets d'avion, tu crois que c'est gratuit? La France, c'est loin, je ne suis pas venu à pied. Hein. Donc voilà, donc vous êtes prévenus. Donc là, on finit par, justement, parce que oui, on rit, mais il n'y a pas de rire gratuit. Donc, Justement, tu payes. Voilà, en parlant de gratuité. Non, c'est un rire où il y a des messages. Et justement, le bon vivre ensemble, par exemple, tu t'es confié cette mission-là qui est très noble et qui est plus que nécessaire maintenant. Et ça prend des porte-paroles comme toi, justement. Alors parle-nous un peu de ça. C'est drôle en fait parce que moi je m'attendais pas à ça. Moi je suis juste humoriste, je suis là pour faire rire les gens. Après si les gens se reconnaissent dans ce que je raconte, tant mieux. Ce qui est drôle c'est que après les attentats de Charlie Hebdo, tous les médias sont venus
venu me chercher parce qu'il y avait cette vidéo qui avait fait du buzz. Après, c'était drôle parce qu'en fait, j'ai commencé à servir de porte-parole après les attentats. On m'a appelé sur tous les plateaux télé parce qu'ils avaient besoin d'une musulmane gentille à mettre sur le devant de la scène. Et donc, chez nous, en France, chaque fois qu'ils doivent faire passer un musulman, ils donnent la parole à un imam qui s'appelle l'imam Chalroumi, de la mosquée de Drancy. On connaît bien. Mais on ne sait pas trop s'il a déjà été imam pour de vrai, mais voilà, il appelle l'imam de la mosquée de Drancy. Et ce type-là, quand ils lui ont demandé pour les attentats de Charlie Hebdo ce qu'il en pensait, il a dit « Je voulais porter les condoléances à la famille du Charlie ». Et les journalistes lui ont dit « Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là ?» Et là, il a compris qu'il avait fait une erreur, il a dit « Ah, je ne peux pas dire plus pour le moment ». Ah oui, on a vu la vidéo. Voilà, et ben le problème c'est qu'il y a des gens qui ne savent pas, donc c'est pour ça que je le rappelais. Moi, il y a des gens qui m'ont envoyé des messages et qui m'ont dit « Mais tu nous fais du bien, parce que tu représentes mieux les musulmans que Chalroumi ». J'ai dit oui, mais lui, il représente mieux les comiques que moi. Ouais. Ça, c'est bien dit, là. Donc, super, ouais. S'il y a des gens qui se reconnaissent dans mon discours, tant mieux. Ouais. Mais après, je prétends pas représenter tous les musulmans de France ou du monde. Ouais, moi, j'apporte mon message, ma petite pierre à l'édifice. C'est ta contribution à toi en tant qu'artiste, en tant qu'humoriste. Et tu le fais très bien. Tu le fais très bien, très bien. J'espère être un pont entre les différentes cultures et les différentes religions et montrer que, quoi qu'il advienne, on est tous des êtres humains, qu'on a tous des valeurs communes, c'est des valeurs humaines. Et que, de toute façon, voilà, ce que je transmets, c'est des valeurs qui touchent tout le monde, quoi. Excellent, excellent. Bon, on va terminer par plutôt un message donc adressé à la communauté maghrébine et arabe et à la diversité en général. Mais auparavant, donc, parce qu'on va vous laisser le décor pour le faire. Donc, on a dit en attendant, donc on voit un autre extrait de Janvier et Aïcha. Super. Aïcha. Ah, mais Aïcha, regarde. Un élu FN converti à l'islam suspendu du parti pour prosélytisme. Oh, c'est pas croyable, où est-ce qu'il va le monde? Un élu du Front National en Seine-Saint-Denis, récemment converti à l'islam, a été suspendu par son parti qui lui reproche d'avoir fait du prosélytisme en envoyant une vidéo sur l'islam à des cadres du FN. Bon, dis donc, il y va un petit peu fort, le petit Maxence. Ah, mais le pauvre, regarde, il était content, il a découvert la vérité, il voulait la partager. Oui, enfin bon, excuse-moi, mais on est dans un pays laïque quand même. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de raconter sa vie privée, là, puis le FN en plus? Écoute, c'est comme si toi, demain, tu gagnes au loto. T'aimerais bien partager avec les gens que tu aimes. Il a fait la même chose, le pauvre, il s'est pas rendu compte. Mais enfin, c'est complètement antinomique, Aïcha. C'est le FN, tu peux pas être FN et musulman en même temps, c'est juste pas possible. Oui, mais qu'est-ce que tu veux? Peut-être il n'a pas tout compris bien comme il faut. Peut-être il s'est pas rendu compte que son parti, ils étaient un peu islamophobes sur les bords. Et sur ce, mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne soirée et j'espère que vous serez nombreuses et nombreux à être au spectacle de Samia demain à partir de 20h. Comme tu as dit, hors taxe. non, soyez précis, 20h, c'est comme ça vous aurez une bonne place et puis vous allez passer un très bon moment. C'est ce qu'on vous souhaite. Et puis, Samia, Talla frasek. Talla toi. Bonjour les amis, et bien comme convenu, je suis venue à Montréal, c'est la deuxième fois que je viens. Cette fois-ci, vous n'avez aucune excuse pour ne pas me louper. Mon ami, je t'attends. Il y a encore des places. Tu te dépêches, tu parles à ta famille, tes enfants, les enfants de tes enfants, tes cousins, tu ramènes tout le monde. Voilà, je joue le 28 novembre au théâtre Ciné Le Château. Ça se trouve à Saint-Denis et l'adresse apparaîtra en dessous de l'écran ou débrouillez-vous, vous faites le montage comme vous voulez. Et ouais, dépêche-toi!